Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Uppercut TV, l'émission qui boxe la propagande de l'extrême droite. Nous ne souhaitons pas faire barrage à l'extrême droite, nous souhaitons la vaincre, nous souhaitons l'anéantir. Et pour cela, nous vous armons intellectuellement en vous donnant les meilleurs arguments, les meilleures informations pour pouvoir vous battre dans tous les lieux possibles contre les idées de l'extrême droite, partout où vous les entendez s'exprimer. Alors, dans le premier round, le tour du ring, l'actualité de l'extrême droite, nous allons nous intéresser en particulier au grand délire de l'extrême droite autour du rapport du ministère de l'Intérieur sur l'implantation des frères musulmans en France. On va voir qu'ils ont vraiment raconté n'importe quoi par rapport à ce qu'il y a vraiment dans le rapport. Dans le deuxième round, le grand entraînement, on va voir ce que CNews a encore commis cette semaine. Pascal Praud a placé discrètement un petit travail famille-patrie à l'antenne, et puis on apprendra grâce à son exemple comment contrer l'extrême droite quand elle utilise les sportifs de haut niveau pour parler d'inégalité naturelle entre les êtres humains et pour parler d'inégalité des races. Et puis on apprendra aussi comment shooter les fausses évidences de l'extrême droite sur l'immigration et l'insécurité. On sait bien que l'immigration ceci, c'est évident que l'insécurité cela. Nous allons voir, en utilisant une fois de plus une étude de cas de CNews, comment on shoot ça efficacement. Et puis dans le troisième round, le chaos de la semaine, nous recevrons l'activiste Ilan Gabé. Marine Le Pen déroule toujours les mêmes arguments sur sa condamnation à l'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs du Rassemblement national au Parlement européen. Eh bien, il va nous expliquer comment bien démolir efficacement donc cet argumentaire. On commence donc avec les grands délires de l'extrême droite autour du rapport du ministère de l'Intérieur sur l'implantation des frères musulmans en France et en Europe. On les écoute. Dans ce rapport, il est établi que clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Sur le constat, je suis convaincu que protéger les Français de la menace islamiste qui se diffuse dans tout notre pays est peut-être l'un des défis les plus existentiels qui se posent à notre pays. Les frères musulmans, ce rapport le rappelle et nous le dénonçons depuis plusieurs années, mènent une stratégie d'entrisme dans la société française. Alors, c'est du délire total, c'est du très grand n'importe quoi. Il y a quoi vraiment dans ce rapport? Eh bien, examinons-le ensemble. Ce rapport, il dit que 207 mosquées au total sont contrôlées aujourd'hui par les frères musulmans en France. Alors, on a 2800 mosquées dans le pays. Ça veut donc dire que 93% des mosquées de France ne sont pas tenues par les frères musulmans. Alors, le rapport dit aussi que les mosquées fréristes sont fréquentées par 91 000 musulmans. Et il faut savoir qu'il y a 7,5 millions de musulmans en France au total. Donc 99% des musulmans de France ne fréquentent pas les mosquées fréristes. Le rapport dit qu'il y a environ 1000 militants des frères musulmans en France. Et vous avez 7,5 millions de musulmans en France au total, je le répète. Donc 99,99% des musulmans ne sont pas des militants fréristes. Conclusion, non, il n'y a pas de grande menace des frères musulmans sur la France, c'est juste factuellement faux. Au fait, l'extrême droite invoque beaucoup ces derniers jours ce rapport du ministère de l'Intérieur sur les frères musulmans, mais curieusement, l'extrême droite ne parle pas du tout, ni les médias d'extrême droite, ni les personnalités d'extrême droite, ne parlent des recommandations qui se trouvent à la fin de ce rapport. Et c'est dommage, car elles sont très intéressantes, ces recommandations. Examinons-les ensemble, et merci d'ailleurs à Vincent Hédin qui m'a alerté sur ce point. Eh bien, ce rapport, il dit que l'université française doit mieux étudier l'islam, que l'exposition itinérante du musée du Louvre sur les arts de l'islam, qui a rencontré un grand succès dans toute la France, et qui permet de découvrir ces arts, eh bien, cette exposition itinérante, elle doit devenir une exposition annuelle, que pour mieux intégrer les musulmans au roman national, les résistants français de confession musulmane Hadi Ba et Bel Haji El Maafi doivent entrer un jour au Panthéon, que l'existence d'un carré musulman dans tous les cimetières municipaux, au lieu de dépendre du bon vouloir des mairies, doit être vraiment garantie, car quand il n'y en a pas dans leur ville en France, les musulmans se font enterrer par défaut à l'étranger, que l'éducation nationale doit se mettre sérieusement à enseigner l'arabe car ce serait un atout, et le rapport dit que la France doit reconnaître l'existence de l'État palestinien pour que les musulmans voient que la France ne fait pas du deux poids deux mesures sur la situation en Israël-Palestine. Voilà, il dit tout ça dans ses recommandations, ce rapport. Donc n'oubliez pas, la prochaine fois qu'on vous parle du rapport sur les frères musulmans en France, comme quoi il y aurait une situation problématique, etc., vous demandez tout de suite,
si la personne qui est en train d'invoquer ça est d'accord avec les recommandations du rapport. Donc l'éducation nationale doit enseigner massivement l'arabe, etc., etc. Vous allez voir, si la personne qui a invoqué le rapport, comme c'est probable, est d'extrême droite ou de droite dure, ce qui revient au même en pratique, ça va être intéressant de la placer en PLS sur ce sujet. On passe au deuxième round, le grand entraînement. La France qui croit aux vertus de la famille, la France qui célèbre le mérite, le travail, l'autorité. Donc là, normalement, vous l'avez repéré, hein, c'est-à-dire qu'il vient de vous faire travail, famille, patrie, c'est-à-dire les valeurs fondamentales du régime de Vichy, de la dictature de Philippe Pétain. Alors, normalement, ça passe, c'est-à-dire Pascal Praud et d'autres avec lui peuvent placer ce type de message et on ne va pas forcément faire attention et donc ça infuse une certaine idéologie. Mais quand vous voyez passer ça, il faut vraiment avoir le réflexe de le souligner et de dire: «Ah oui, tiens, travail, famille, patrie, oui, la devise du maréchal Pétain». Ça permet d'arrêter cette restauration finalement d'une légitimité de ce message idéologique-là. Même un hommage au tennisman Rafael Nadal sur CNews, c'est l'occasion de faire de la propagande d'extrême droite. On l'écoute. Dans un monde qui chérit l'égalité, le nivellement, qui refuse la sélection, la hiérarchie, un seul domaine échappe à cela, le sport. Le sport dans lequel la hiérarchie n'est jamais contestée. La supériorité est admise, l'excellence est encouragée. Rafael Nadal est une star et Rafael Nadal est un champion. Le travail, la volonté, la persévérance, le mental, mais aussi le don. Voilà, sur CNews, même un hommage au tennisman Rafael Nadal sert à faire de la propagande. Vous avez entendu Pascal Praud comme moi, l'égalité et le nivellement, c'est mal, la sélection et la hiérarchie, c'est bien. Je cite, la hiérarchie n'est jamais contestée. Donc là, il vous fait l'éloge de l'obéissance totale. Et là où c'est beaucoup plus grave, c'est quand il vous dit que la supériorité doit être acceptée et que dans le cas de Nadal, cette supériorité s'explique aussi par le don. En clair, une supériorité innée, génétique. Donc en apparence, Pascal Praud vous parle de tennis, mais en réalité, il fait l'éloge de la supériorité génétique, de la sélection, de l'inégalité et de l'obéissance à la hiérarchie. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est totalement normal. De manière générale, l'extrême droite utilise le cas des sportifs de haut niveau pour affirmer qu'il existerait une inégalité naturelle entre les êtres humains, et elle utilise le cas précis des Noirs qui gagneraient en général le 100 mètres olympique pour affirmer qu'il existerait une inégalité entre les races. Je vous cite par exemple feu Jean-Marie Le Pen. En 2015, il a déclaré « J'avais dit que les Noirs courent plus vite que les Blancs et nagent beaucoup moins vite. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à reconnaître ça ?» Alors, comment boxer cette propagande qui part du sport pour arriver à un discours raciste? D'abord, réfuter la supériorité naturelle. Personne n'a jamais gagné une compétition sportive de haut niveau sans s'entraîner énormément. Personne. Donc, la supériorité sans travailler, la supériorité naturelle, ça n'existe pas. Deuxièmement, réfuter la différence génétique entre les races. Une certaine variation génétique rend doué pour le sprint. C'est vrai, ça a été mesuré, ça a été étudié. Mais vous avez de nombreux pays d'Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, par exemple la Côte d'Ivoire, qui n'ont quasiment pas cette variation génétique dans leur population. Donc, ce n'est pas une différence génétique entre, soi-disant, la race des Noirs et la race des Blancs. Et puis, troisièmement, vous sortez le bazooka, rappelez que les races biologiques, tout simplement, ça n'existe pas. 99,9% de l'ADN dans l'humanité est rigoureusement identique entre deux êtres humains. Il y a juste des peaux de différentes couleurs, comme il y a des cheveux de différentes couleurs. Alors, Pascal Praud a aussi refait le coup de la fausse évidence. Donc, il est évident que blabla sur l'immigration, il est évident que blabla sur l'insécurité. Donc là, il l'a fait sur un ton sarcastique. On l'écoute. L'immigration, les chiffres sont faux. La sécurité, tout va bien. Alors là, c'est très important à retenir, l'extrême droite ne prouve jamais ce qu'elle affirme. Quasiment jamais. Et souvent, comme dans ce cas-là, elle se contente d'affirmer que c'est évident. L'immigration est massive, c'est évident. L'insécurité est énorme, c'est évident, etc. Donc vous devez avoir ce réflexe, dès que quelqu'un d'extrême droite affirme quelque chose, demandez-lui de prouver ce qu'il raconte. Démonstration face à Elisabeth Lévy sur Sud Radio, vous allez voir, c'est très efficace. Les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de M. Mélenchon. Excusez-moi qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis Alors, islamistes. est-ce que vous avez
un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs, je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Bon, non, écoutez, je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de M. Mélenchon... Ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe quoi, c'est bien ce qui me semble. On passe au troisième round, le chaos de la semaine. Alors, nous recevons notre premier invité, l'activiste Ilan Gabay, qui est connu sur Twitter pour son gros travail de documentation et de démolition contre la propagande de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Marine Le Pen, elle utilise tout le temps le même argumentaire en boucle sur sa condamnation à l'inéligibilité, et donc Ilan Gabay, qui a énormément travaillé sur la question, va nous expliquer comment bien démolir cet argumentaire. Marine Le Pen dit... Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? La justice parle d'enrichissement partisan. Le Rassemblement national en tant que parti s'est enrichi. C'est-à-dire qu'il a pu financer des emplois et donc des salaires assez conséquents. Par exemple, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen touchait un salaire de 5 100 €, 122 exactement. Ce qui est un salaire quand même conséquent que le Rassemblement national n'aurait pas pu payer avec l'état des finances qu'ils avaient à l'époque. Alors Marine Le Pen insiste sur le fait que rien ne permet d'affirmer qu'elle serait malhonnête ou corrompue parce qu'elle-même n'a pas fait d'enrichissement personnel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Le parti s'est enrichi. Donc elle a financé aussi ses proches. C'est-à-dire qu'un mec comme Julien Oudoul, il a été proche du parti, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait faire monter. Donc ils lui ont donné un contrat d'assistant parlementaire qui lui permettait de travailler, d'avoir un salaire et travailler pour le parti. Mais il n'aurait jamais pu travailler pour le parti, parce que le parti était largement endetté à cette époque-là. Le jugement du tribunal que la Cour d'appel devra confirmer, qui affirme que le RN a financé sa propagande et même son fonctionnement avec les fonds publics. Les assistants parlementaires, ils ont travaillé. Nous, on estime, je parle pour Bardella là, nous, on estime que c'était bien un boulot d'assistant parlementaire. Le Parlement européen dit que non, c'est un désaccord administratif, mais il y a bien des gens qui ont été payés pour faire un travail politique. Et Marine Le Pen, dans cette logique-là, dit il n'y a donc pas de fraude volontaire. Il y a juste un désaccord sur le fait que les assistants parlementaires aient travaillé dans leur périmètre ou pas. Oups, désolé. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, est-ce que les assistants parlementaires ont travaillé? Oui. Oui, ils ont travaillé, vraiment, ils ont beaucoup travaillé. Ils n'ont pas travaillé selon ce qui était fixé dans leur contrat. Et quand ils parlent de désaccord administratif, ça sous-entend qu'il y a eu un désaccord devant le tribunal en fonction des règles fixées par le Parlement européen. Sauf que c'est pas ça qui reproche la justice. Ce qui reproche, c'est le droit pénal. C'est-à-dire le fait de détourner des fonds. C'est-à-dire le fait de prendre un contrat qui est totalement fictif, pour détourner l'argent qui est censé financer un contrat d'assistant parlementaire à d'autres fins. Dans les contrats de travail, il y avait marqué un certain poste. Et le poste n'a pas été exercé. C'est clair. Oui, c'est clairement ce qu'a retenu le tribunal. Et donc, c'est un détournement de fonds parce qu'on te paye pour un travail que tu ne fais pas. Si tu travailles sur autre chose, ça n'est pas pertinent. Exactement. D'accord. Un autre argument qui est beaucoup répété, c'est de dire 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Et l'exécution provisoire, qui signifie, je le rappelle pour les gens qui nous regardent, que la peine est appliquée tout de suite sans attendre qu'elle soit confirmée en appel, c'est une sanction trop lourde. Les deux séparément et les deux ensemble, c'est une sanction trop lourde et c'est une sanction anormale. Bon, je vais prendre une loi qui a été prise en 2016, la loi Sapin 2, le législateur a voulu imposer aux juges une peine d'inéligibilité obligatoire. C'est-à-dire que le juge est obligé de la fixer, mais peut y déroger selon le principe de proportionnalité de la peine et d'individualisation des peines. Donc il peut quand même y déroger parce que sinon ça ne serait pas constitutionnel. Donc c'est la peine normale, mais il peut y avoir des exceptions si le juge l'estime. Exactement. Mais c'est la peine normale. Le législateur a considéré que détournement de fonds, inéligibilité, point. Il n'y a pas de débat. D'accord. Il y a quand même un débat, mais en principe il n'y a pas de débat. Mais on est bien d'accord que la loi Sapin... La loi Sapin, elle rentre en vigueur le 9 décembre 2016. Les faits vont jusqu'au 16 février 2016. Mais en fait, jusqu'au 16 février 2016 ou 2017? Ouais, avant, non 2016. Avant. 2016. Donc elle ne s'applique pas la loi Sapin? Elle ne s'applique pas, mais qu'on a quand même l'esprit du législateur. Et puis avant, la peine d'inéligibilité, elle était quand même là, et donc le juge pouvait la décider, tu vois. C'est exceptionnel ou pas de se prendre une éligibilité comme ça? Pas du tout, pas du tout. Il y a plein d'affaires où il y a des peines d'inéligibilité. En fait, surtout que là, ce détournement de fonds, il est inédit. C'est-à-dire que personne dans l'histoire du Parlement européen n'a détourné 4,1 millions d'euros pendant 3 législatures. C'est hyper long. Ça va de 2004 à 2016. 12 ans de détournement de fonds, c'est énorme. Et donc,
face aux faits, face à la systématicité du détournement de fonds, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un système qui a été mis en place pour arnaquer le Parlement européen. Ok, ça c'est sur la peine, mais sur l'exécution provisoire. Bah, sur l'exécution provisoire, je vais être un peu cru, mais le RN peut s'en prendre qu'à lui-même. La procédure, ça fait 9 ans, elle a mis 9 ans, ils ont fait, je crois, 42 recours, ils ont tout fait. Quel est le rapport avec le fait de se prendre une exécution provisoire ? Ils ont le droit de faire les recours, c'est-à-dire que c'est un droit constitutionnel, mais quand tu te fous de la gueule de la justice, que tu fais tout pour retarder le jugement, faut pas s'étonner que le juge fasse tout pour que la peine rentre en vigueur le plus vite possible. Marine Le Pen a dit que l'exécution provisoire, le motif invoqué est débile, est absurde, parce que le motif c'est le risque de récidive, alors que Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle n'est plus députée européenne. Donc elle ne peut pas récidiver, donc c'est absurde. Ça c'est encore pas tu réponds à ça. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est détournement de fonds publics. On ne lui D'accord. reproche pas de détournement de fonds publics en tant que député européen, parce que c'est pas bien la même système. On lui reproche détournement de fonds publics, une infraction pénale dans le code pénal français. Et donc on estime qu'elle pourrait récidiver cette infraction pas en À tant que n'importe députée. quel mandat. Voilà. D'accord, ok. Il y a un autre motif prononcé par la juge, qui est de dire il faut l'inéligibilité au motif de l'ordre public parce que c'est une atteinte à l'ordre public si une candidate qui a été reconnue coupable de détournement de fonds publics aussi énorme pouvait se présenter à l'élection présidentielle. Et donc là, la juge te dit je fais exprès de l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une reconnaissance de la part de la juge du fait de prendre une décision de nature politique, qui est d'empêcher une candidate de se présenter? La politique, c'est la vie de la cité. Donc la juge, de par ses fonctions, s'introduit dans la vie politique. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle s'est introduite dans la vie politicienne? Qu'est-ce qu'elle a suivi un agenda politique? Sur l'ordre public démocratique, en fait, la juge considère que par ce système, le RN a tenté de manière profonde à la démocratie, c'est-à-dire au fonctionnement, aux règles qui permettent de mettre en place le jeu démocratique français. C'est-à-dire, en fait, on estime qu'en fonction du nombre de voix, en fonction du nombre de l'intérêt que portent les électeurs à un parti, on lui donne un financement. Si on contourne ces règles, ça veut dire qu'on porte atteinte aux règles mêmes qui ont été mises en place pour que la démocratie fonctionne. Et donc la juge considère que par cette atteinte profonde à la démocratie, il lui convient, de par ses fonctions et de par l'affaire qui lui est présentée devant elle, de remédier à cette atteinte et de faire en sorte qu'elle ne puisse plus avoir lieu. Et donc la juge considère qu'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire est proportionnée à l'égard de l'atteinte qui a été portée à la démocratie et à l'égard de ce qu'on lui demandait de faire. Et donc elle porte cette peine d'inéligibilité d'abord parce que la loi lui demande de le faire, enfin lui autorise à le faire en tout cas, et ensuite parce que de par ses fonctions et de par l'affaire qui lui est présentée, cette peine se justifie amplement, mais même au-delà de l'affaire, de par la jurisprudence. Des peines d'inéligibilité pour des petites affaires de détournement de 1000 €, il y en a. Alors, donc là, on est sur 4,1 millions. Un argument qui est utilisé aussi, qui est de dire la juge est de parti pris politiquement, puisque elle est de gauche et c'est une admiratrice revendiquée d'Eva Joly, qui a été juge d'instruction, puis une élue Europe Écologie Les Verts. Et que donc on a affaire en clair à une juge politisée qui rend un verdict anti-extrême droite, anti-Marine Le Pen, pour des raisons de conviction politique personnelle. Bah, en fait, cet argument, il se vaudrait à la limite si l'affaire n'était pas aussi établie qu'elle l'est. C'est-à-dire si on avait affaire en face de nous une affaire qui n'est pas établie, il n'y a pas eu de détournement de fonds, vraiment on suppose qu'il y a eu mais on ne sait pas trop, on se base sur un faisceau d'indices, là à la limite, pourquoi pas? Sauf là on est sur un détournement de fonds systémique, systématique et de 4,1 millions d'euros, donc c'est pas crédible quoi. Alors, non, mais ça démontre juste que le RN n'a pas su se défendre sur le fond. Et donc, tu te permets d'attaquer la juge, ce qui est dangereux, parce qu'elle a reçu des menaces de mort, mais vraiment abjectes. Même la procureure a reçu des menaces de mort. Ils l'ont attaqué sur les plateaux, parce qu'en fait, ils n'avaient rien pour se défendre, mais même leur défense à l'audience, c'était oh non, on savait pas, oh non, on n'avait pas de système, j'étais pas au courant. C'est ridicule quand on voit l'affaire. Il y a l'argument du déni de démocratie, c'est-à-dire seuls les électeurs peuvent décider si Marine Le Pen doit être élue ou pas. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Dire que ce n'est pas à la justice d'empêcher les électeurs, le peuple souverain, de décider si Marine Le Pen doit être élue ou pas. Si les électeurs, et seuls eux, estiment qu'elle a trop fauté par cette affaire, c'est à eux de décider de ne pas l'élire. Et ce n'est pas à une juge de faire un déni de démocratie. Bon, qu'est-ce que tu réponds à ça? On va y aller par étapes. Qui vote la loi? Le législateur. Qui vote pour le législateur? Le peuple. Qui a décidé les règles d'inéligibilité? Le législateur. La loi est l'expression de la volonté générale. Le peuple a décidé que si tu détournes des fonds, tu n'es pas éligible, point final.
Qu'est-ce que tu réponds à l'accusation de procès politique? Eh ben, je réponds par les faits. Est-ce que les droits à la défense ont été largement violés dans cette affaire? Absolument pas, comme je te dis, ils ont pu faire 42 recours. Ils ont contesté tout, ils ont fait des requêtes en unité, des requêtes devant des questions préjudicielles, des QPC. Ils ont tout tenté, mais vraiment tout. Hein. Parce que moi j'ai assisté à l'audience, ils ont fait des QPC qu'ils avaient déjà tenté, ils ont tout fait. Est-ce qu'ils ont pu se défendre? Oui. Est-ce que le jugement est motivé? Oui. Est-ce que le jugement se base sur des faits? Oui. Est-ce que les peines sont prévues par la loi? Oui. Est-ce que le délit est prévu par la loi? Oui. Donc en fait, il n'y a rien dans l'affaire et rien dans le procès, rien dans la justice, rien qui permet d'affirmer qu'on a en face de nous un procès politique. Il y a une question qui va se poser en appel, c'est la question de l'exécution provisoire. Imaginons que la Cour d'appel condamne Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de 3 ans, on va dire. Si Marine Le Pen forme un pourvoi en cassation, ça veut dire que le jugement en appel qu'aura rendu la Cour d'appel est nul. C'est-à-dire que l'exécution provisoire décidée en première instance s'appliquera toujours. Ouais. Si Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité mais qu'elle ne forme pas de pourvoi en cassation, l'exécution provisoire n'a plus lieu d'être, mais la peine s'applique du coup. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité en appel, c'est fini pour 2027. Donc en fait, à la seule condition que la Cour d'appel confirme juste la peine, même pas l'exécution provisoire, c'est mort. Oui. Un dernier petit point sur la présomption d'innocence. Évidemment, Marine Le Pen est toujours présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée définitivement. Est-ce qu'on a le droit d'exprimer une intime conviction vachement forte? Je m'y risquerai pas, mais vous avez tous compris. Ok, très bien. Merci Ilan, à la prochaine. Salut. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode du Percute TV. N'oubliez pas de partager les contenus du Percute TV absolument partout où vous le souhaitez. C'est vraiment open bar, donc allez-y sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, où vous voulez. Vraiment, ça nous fait plaisir, c'est prévu pour. Et puis, si vous voulez qu'on continue à exister, Upercute TV n'existe que grâce à vos dons. Donc, faites un don maintenant sur tipeee.fr/Thomas-Guénolé. Et tout de suite, notre running gag habituel. Silencio puta, fascista. À la semaine prochaine.